Je ramais, puis tout d'un coup, j'entends un grand souffle. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? À peu près 3 mètres de moi. Là. Il y a un petit rorqual qui a sauté. Il est sorti de l'eau. Je l'ai vu sortir de l'eau, j'ai vu le nez, la tête, le rorqual, puis il y avait 8 mètres de rorqual suspendu à la queue, et je savais pas de quel côté il allait tomber. Ce gros poisson qui souffle, c'est magique. C'est vraiment magique, ça. C'est normal que l'humain, qui a de l'imagination, invente des explications à ce qu'il voit. Parce que nous, là, on peut pas rester dans la curiosité. Quand tu veux rationaliser ta croyance, tu la rationalises par toutes sortes tu vas avoir toutes sortes d'arguments qui vont te permettre, sans problème, d'avoir ton explication, puis d'être heureux avec. Alors, tous les mythes qui entouraient et qui entourent encore les baleines, ça découle de ce même besoin de comprendre. Quand tu as un animal un animal sauvage, il vient te voir. Tu peux pas imaginer que c'est juste de la curiosité. Faut que tu y mettes un sentiment humain comme de la sympathie. Il est intelligent, il vient me voir. Normalement, un animal, ça se sauve, un animal sauvage. Mais lui, cet animal sauvage vient me voir, c'est qu'il m'aime. Alors, on a ce besoin, nous les humains, de merveilleux. C'est pour ça que les baleines, parce qu'ils sont sympathiques, ces animaux-là. Tu sais, c'est sympathique, c'est beau, un dauphin. Puis ça a des comportements qui dénotent quand même un certain degré d'intelligence, si tu veux, animale, là, mais puis c'est des comportements qu'on sait pas décoder. On sait pas les décoder parce que on comprend pas un animal marin. On est tellement étranger à ce milieu-là, nous, qu'on le comprend pas, le milieu. Donc, on peut interpréter les comportements de toutes sortes de façons qui font notre affaire, mais qui sont très anthropomorphiques, qui ont rien à voir avec la réalité. Alors, faut se méfier de ça. Faut vraiment, vraiment se méfier. Ça, moi, j'essaye de démythifier systématiquement. J'essaye vraiment de montrer aux gens maintenant que c'est la nature qu'il faut protéger. C'est sûr qu'il faut faire des gestes pour préserver la nature. Mais préserver la nature, ça veut pas dire ne la mythifier et ne plus s'en servir. Pourquoi pas? Pourquoi pas utiliser cette ressource? Mais on peut pas l'utiliser, cette ressource, parce qu'à l'heure actuelle, elle est encore trop fragile. Et nous, les humains, on est des êtres désordonnés pour le moment, parce qu'on ne se sert pas de notre raison. Il y a des dauphins qui sont venus s'échouer sur l'île. C'est une erreur de navigation, c'était flagrant. Bon. Ils sont échoués, ils sont tous morts. On a essayé de les sauver avec un type. En les repoussant dans l'eau, la mer baissait. Normalement, la mer aurait pu les entraîner loin de l'île, puis ils auraient pu reprendre leur voyage, mais non, ils avaient l'idée d'aller dans une certaine direction. Dès qu'on leur a foutu la paix, puis ils sont venus se planter sur la... Bon, ils sont tous morts. Bon, ils étaient frais. Moi, j'en ai mangé. Je sais que le dauphin, c'est bon à manger. Alors, j'ai récupéré de la viande sur ces dauphins, j'en ai mangé. J'étais pire qu'un cannibale parce que j'avais mangé du dauphin. C'est très facile de bâtir toute une mythologie là-dessus, puis de penser que les animaux, comme les baleines, sont des animaux spéciaux. Mais il faut se retenir. Il faut se retenir parce que c'est très pernicieux. Ça, c'est très pernicieux, c'est très mauvais. Parce que quand vous mythifiez un animal, vous allez dépenser une énergie folle pour en sauver un, par exemple. Puis vous oubliez l'environnement. Mais c'est facile de glisser. Et on gère pas la faune à l'émotion, on la gère avec notre tête. Avec l'émotion tout près derrière. Tout près derrière. Non, parce qu'ils sont dans des eaux froides. En général, quand vous vivez dans un milieu froid, vous grandissez longtemps et vous êtes gros, vous vivez longtemps parce que vous croissez lentement. Quand tu grossis, t'as moins d'ennemis. C'est un gros avantage. En plus de ça, c'est des animaux qui prennent soin de leurs petits. Alors, ils font pas beaucoup de petits, mais chaque petit survit, ou presque. Alors ça, c'est encore un autre avantage. Quand t'es gros, prends soin de ton petit. Plus tu prends soin de ton petit, moins t'as besoin d'en faire. Alors, la taille, c'est un avantage, la taille, pour toutes sortes de raisons. Donc, raison énergétique, raison de protection contre les ennemis.
Ben, c'est toujours ça, c'est toujours en rapport avec l'énormité de l'animal qui fait qu'à un moment donné, on lui donne des propriétés particulières, puis on le voit comme quelque chose qui ou soit très dangereux, ou soit très bénéfique malgré sa taille. Parce que là aussi, quand on s'aperçoit qu'une baleine n'est pas agressive, par exemple, bon ben, une masse pareille, non agressive, c'est pas humain, ça. Un humain costaud, en général, il est emmerdant, il veut faire la loi autour de lui. Cette énorme baleine, qui est plutôt gentille, là, ben, c'est là que commence le mythe inverse du Léviathan. Le Léviathan fait peur, mais quand on commence à admettre que l'animal n'est pas méchant, ben là, le deuxième volet du mythe fait son apparition, c'est l'animal supérieurement intelligent qui vient nous voir parce qu'il nous aime. Quand on a découvert les champs de baleines, là, ça a été nouvel âge. Il n'y avait pas un type un peu grano, là, qui avait pas son disque de champ de baleine pour méditer, pour communiquer avec cette... Je veux dire, c'est sûr que c'est parti de là un peu. Mais la baleine, elle a toujours été mythifiée. Si vous lisez Moby Dick, il a été chassé le cachalot, mais le cachalot, le Moby Dick, le cachalot blanc, c'est un mythe. C'est un cachalot mythique, ce cachalot qui se venge et qui va attaquer Ahab. C'est le Léviathan de la Bible. Hein. Depuis la Bible, c'est mythifié les cétacés, parce que une bête aussi grosse que ça ne pouvait pas être autrement que méchante. Les puissants, c'était des méchants. Ben, une bête aussi grande que ça pouvait pas être autrement que méchant. Donc, elles sont toujours représentées avec des yeux bien méchants, des grandes dents. C'est toujours de l'eau qui leur sort de la tête, évidemment. C'était classique, oui, évidemment. Chaque fois qu'on faisait une carte géographique, puis il y avait c'était toujours bien illustré. C'était joli, les cartes géographiques, anciennement, là. Il y a toujours un Léviathan quelconque qui a l'air méchant dans le monde. C'est celui qui avait bouffé Jonas, en plus. L'ancêtre des baleines, on le sait maintenant avec certitude, c'est le même ancêtre qui a mené vers les hippopotames, les chevreuils, les vaches, etc. C'est l'ancêtre des ongulés qu'on appelle artiodactyles. Et l'animal quadrupède qui ressemblait vaguement à un loup, ben, il a passé par une étape où il ressemblait un peu à une grosse loutre, disons. Les animaux ont graduellement vu l'importance de la queue prendre de l'importance, je veux dire, dans la locomotion. Parce que quand vous vous allongez et que vous avez une belle grosse queue, eh ben, à un moment donné, vous vous mettez à onduler dans le plan vertical hein, pour vous aider à nager. Puis, le moteur, il est toujours mieux placé à l'arrière qu'au milieu. Alors, ces animaux allongés qui avaient des pattes pour se propulser, les pattes étaient comme mal placées comme moteur. Elles étaient placées trop en avant, si on peut dire. Et alors, si une mutation, si un mutant, par hasard, a eu une queue un peu plus aplatie, un peu plus large que les copains, en ondulant dans l'eau, automatiquement, il a été plus efficace pour nager. Et graduellement, on a vu la queue prendre de l'importance de plus en plus, jusqu'à temps que les pattes deviennent une nuisance. Quand c'est la queue qui est le propulseur, les pattes créent des tourbillons autour du corps. Et ces tourbillons-là freinent l'animal. Donc, il dépense plus d'énergie à cause de ses petites pattes que s'il les avait pas. Tout ce qui reste maintenant des pattes de derrière, c'est un petit os qui est noyé dans la chair, qui ne sert plus à grand-chose chez les cétacés. Tous les sons qu'on peut entendre des baleines ici, ces espèces de grands mugissements, moi je les ai entendus en plongée, ces sons, c'est à peu près ça que ça fait une baleine. Alors mais moi ça m'agace parce que tous les documentaires nous font entendre des chats, ils nous montrent des rorquals, et puis on entend des baleines bleues ou des rorquals communs, puis on entend un chant de baleines à bosse derrière. Moi ça me frustre, c'est des choses qu'on ne devrait pas maintenir dans le public, des images fausses. Ce qu'on sait, c'est que les belugas changent de fréquence. Quand il y a un bateau qui passe vite, puis qui fait des sons aigus, le beluga va changer sa fréquence d'émission de son. Bon, ça veut dire qu'il est capable de moduler son émission là de telle façon qu'il reconnaît son écho en dépit des bruits ambiants. Maintenant, est-ce que c'est bon qu'il y ait beaucoup de bruit ambiant? Non.
Je veux pas qu'on me dise que c'est bon qu'il y ait du bruit ambiant. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, est-ce que ça nuit autant qu'on laisse penser que ça nuit? Moi, j'ai mes doutes. Mais est-ce que ça veut dire que ce chant-là repose sur une conception? Est-ce que la baleine qui change son chant, elle a une idée qu'elle le change? Ou c'est fortuit? Ça, on n'a aucune idée. Ces belugas sont des animaux sociaux. Ils sont en groupe, quand ils voyagent, ils sont en groupe. Ils ont chacun leur sonar. Ils ont chacun leur sonar et ils émettent chacun leur fréquence. Et c'est violent comme son. C'est pas des petits sons, là. On les entend pas parce que c'est des ultrasons. Mais ces sons à très haute fréquence, ils sont puissants. Et l'animal doit reconnaître l'écho de son cri au travers d'échos des autres copains qui sont autour. Tu vas me faire croire que un moteur de bateau qui fait une certaine fréquence, évidemment, qui est proche de la fréquence que l'animal n'est pas capable de discriminer l'écho de son cri du bruit du bateau, alors qu'il est capable de discriminer entre deux sons qui sont pratiquement de la même fréquence quand son chum qui est à côté. Parce que c'est pas intéressant pour lui de reconnaître l'écho de son copain, là. Lui, là, ce qu'il veut savoir, c'est ce qu'il y a devant lui. Lui, il s'en fout ce que son copain a devant lui. C'est pas ça qui l'intéresse. Mais quand vous avez 25 belugas qui crient en même temps, il faut qu'ils démêlent leur écho. Alors, j'ai pas eu de réponse claire. J'ai pas eu de réponse claire à ce moment-là. Ce qu'on sait, c'est que les belugas changent de fréquence. Quand il y a un bateau qui passe vite, puis qui fait des sons aigus, le beluga va changer sa fréquence d'émission de son. Bon, ça veut dire qu'il est capable de moduler son émission là de telle façon qu'il reconnaît son écho en dépit des bruits ambiants. Maintenant, est-ce que c'est bon qu'il y ait beaucoup de bruit ambiant? Non. Il y a eu ces essais de sonar à longue portée. Ben, il y a des baleines-becs qui sont venus échouer sur les Alors que ce sonar-là est un effet sur les baleines à bec, c'est indiscutable. Bon, maintenant, est-ce que ça a des autres effets sur l'autre cétacés? On ne sait pas parce qu'on n'a pas eu d'autres échouages. À part les baleines à bec, là, c'est flagrant, là. Pour le reste, on n'a pas de preuves. Bon. Si on prend les chasseurs, hein, on va prendre combien est-ce qui tue de cétacés par année à la chasse? Il y en a moins de 10 000 qui meurent chaque année tués à la chasse. Dans les engins de pêche, il meurt entre 200 000 et 300 000 cétacés chaque année. Moi, j'en suis à mon 14e petit rorqual, je pense, que j'ai nécropsié là depuis, ou que j'ai été voir, dont j'ai vu la carcasse, dont j'ai pris des morceaux. Sur ces 14 petits rorquals, il y en a au moins 7 qui étaient des prises accidentelles. Au moins 7. Qui avaient des marques de cordes dans le coin de la gueule. Trifon tournesol, le fameux Trifon tournesol, notre cachalot mythique un peu qui rentrait chaque année, je pense depuis 1960. Il rentrait dans le Saint-Laurent, il avait été repéré en 60. Eh ben, il est mort l'année dernière, tortillé dans un casier à crabe. Mais ça sert à rien de protéger une baleine si on la laisse se prendre dans un filet 2 jours après ou si on lui laisse bouffer 2 tonnes de plastique. Mais c'est facile. C'est facile de remettre une baleine à l'eau. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein, le dauphin que j'ai disséqué dimanche là, dernier, c'est que j'étais allé ramasser à Kakuna, c'était un hit and run. Ça. Il s'est fait tuer par un bateau. Il n'y avait pas de marque extérieure, mais quand je l'ai nécropsié, quand j'ai récupéré son squelette, j'ai fait une nécropsie en même temps, mais il avait reçu un choc très violent au niveau de l'épaule. Consacrons-nous sur la recherche des engins de pêche. Faisons des engins de pêche qui pêchent les poissons, pas les cétacés. Je veux que mon petit-fils puisse prendre un bateau, aller comme je l'emmène moi sur le Saint-Laurent, puis avoir une baleine qui souffre pas loin de lui, pour qu'il ait la joie de voir ça. Mais est-ce que ça sera possible, ça? Un écologiste, c'est celui qui protège la maison.
oikos logos, l'étude de la maison, l'écologie. C'est ça que ça veut dire. Moi, je veux protéger la maison. Chacun est libre de vivre la vie qu'il veut, mais moi, je suis un type qui est pour le fonctionnement de la raison. C'est là, nous sommes des êtres raisonnables, sociaux et politiques, disait Aristote. Hein, c'est pour moi qui ai inventé ça. Donc, et puis raisonnable en premier, avant d'être social et même avant et surtout avant d'être politique. Alors.